Je vais demander à Thomas Aiglin, Vincent Ebrahimeuet et Thierry Caquet de venir à mes côtés, en se mettant plus vers la salle. Mettez-vous par là, vers la salle. Et Vincent Ebrahimeuet, qui est là. Voilà, bonjour. Donc je vais vous présenter déjà, Vincent Ebrahimeuet, vous êtes chargé d'études éco-phyto à la DGAL, enfin Direction Générale de l'Alimentation, Ministère de l'Agriculture. Thierry Caquet, vous êtes chef de département écologie des forêts, prairies et milieux à l'INRA. Alors là, milieu aquatique, il y avait un manque. À l'INRA. Et Thomas Aiglin, chargé de mission au sein de l'ADEME, dans le service forêt, alimentation et bioéconomie sur les questions relatives aux émissions atmosphériques et à la préservation des sols. Donc c'est une table ronde. Moi d'habitude je suis un animateur de controverse. Cette table ronde c'est pour amplifier des précisions autour de la même thématique de la session 1, principalement sur les indicateurs au service de la diminution des impacts environnementaux et sanitaires des produits phytopharmaceutiques. Donc je voudrais commencer cette table ronde avec des angles que vous pourriez avoir chacun, hein, et ensuite on passera au questionnement en lien avec la salle pour approfondir certains. Alors je vais démarrer avec Vincent Ebrahimeuet, qui est ici. Vous allez soulever deux angles forts. L'un, c'est la spécificité française, hein, qui est le seul État membre à avoir fait le choix unique de réduire l'utilisation des produits phyto. Bon, ça vous allez le soulever quand même et le rappeler sans doute, sans forcément qu'il y ait des initiatives forcément inintéressantes ailleurs. Il y en a aussi en Europe. Et par ailleurs, les indicateurs, selon vous, doivent être à la fois être un moyen d'évaluation, mais surtout un moteur. Alors, sur ces deux angles, je vous laisse la parole. Merci et bonjour à tous. Ces deux angles, en effet, que j'avais proposés lors de notre échange téléphonique pour essayer de répondre au mieux à la question, hein, les indicateurs au service de la réduction des produits phyto. Donc, c'était déjà pour replacer dans le contexte le fait qu'en effet, en France, on a fait le choix de réduire l'utilisation des produits phyto en application de la directive européenne qui encadre les plans d'action nationaux comme le plan éco-phyto, et il y en a un dans chaque État membre. La plupart des États membres ont plutôt misé sur la réduction des risques. En France, on a fait le choix d'avoir un indicateur qui permette un objectif mesurable au niveau national. Et ça nous semblait compliqué de mesurer la réduction des risques et des impacts. Donc on a fait le choix de la réduction de l'utilisation. Alors en effet, à côté, en dehors de nos frontières, il y a des initiatives intéressantes. On peut en citer quelques-unes, mais on a des indicateurs, par exemple, de réduction des risques sur l'eau, ou des impacts sur l'eau, des indicateurs de réduction des morts animales, d'intoxication aiguë, des indicateurs sur la proportion d'agriculteurs qui suivent les principes de la protection intégrée des cultures, qui utilisent des buts anti-dérives. Enfin, on a tout un florilège d'indicateurs comme ça au niveau national des suivis des plans dans les différents États membres. Et ça me semblait intéressant de relier ce point-là avec le deuxième que vous avez rappelé, qui est le rôle d'un indicateur qui est également d'être moteur et pas seulement un indicateur d'évaluation de politique publique, puisque moi c'est à ce niveau-là que je me situe, hein. C'est pas forcément tout à fait le même plan que sur les interventions de l'après-midi. C'est que voilà, les indicateurs ils doivent aussi arriver à mobiliser les partenaires de la politique publique. Et c'est un sujet qui est vraiment important et qui est bien révélé dans le plan éco-phyto, puisque vous devez savoir que du coup l'indicateur qui a été retenu pour suivre la politique éco-phyto, c'est le NODU, le nombre de doses unités, qui est l'indicateur d'utilisation des produits phyto, et qu'il a un petit peu de difficulté derrière à rassembler certaines parties prenantes dans le plan. Et c'est dommage, voilà, puisque c'est un indicateur qui scientifiquement est solide, qui est opposable, qui se base sur des bases de données qui sont assez complètes, à jour, donc de bonne qualité, et sur lequel d'ailleurs on donne toute notre confiance dans le cadre du dispositif des CEPP, les certificats d'économie de produits phyto, puisque c'est avec le NODU que sont calculées les obligations des distributeurs. Mais voilà, il a du mal à rassembler, à faire l'unanimité, et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'au service de l'objectif national qui est de réduire l'utilisation des produits phyto, l'indicateur doit répondre, doit aider à répondre à cette question en mobilisant tous les professionnels. Il a du mal à rassembler parce qu'il y a des contestations ou parce qu'il y a peu de dynamique par endroit? Non, il a du mal à rassembler parce que c'est un indicateur qui, historiquement, n'a pas été très lisible.
C'est-à-dire que c'est un indicateur qui permet d'évaluer le recours aux produits phyto au niveau national, qui est calculé sur la base des ventes des produits phyto annuels, que pour l'instant on n'a pas découpé par territoire, donc il reste une valeur unique au niveau national. Alors on a fait de temps en temps des découpages plutôt par catégorie de produits, selon la toxicité, selon les fonctions des substances actives. Mais ça reste quand même vraiment très très macro, et derrière les acteurs de terrain s'y retrouvent pas forcément, et c'est un indicateur qu'ils n'ont pas l'habitude de manipuler puisqu'ils sont plutôt sur l'IFT ou les quantités de substances actives, pas sur le NODU. Alors ça a un peu changé puisque en 2016 on a publié toute la méthode de calcul du NODU et les paramètres de calcul du NODU, puisque comme il est entré dans la réglementation et dans la législation dans le cadre du dispositif des CEPP, on a vraiment voulu rendre la méthode transparente, donc c'est chose faite. Voilà. Mais derrière, c'est vrai que peut-être qu'on pourrait souhaiter un peu plus d'engouement pour un indicateur national de suivi du plan. Alors, c'est un sujet qui a déjà été évoqué en pratique par le ministre de l'Agriculture. Quand on a publié le plan Ecophyto 2, il y a eu une consultation publique au cours de laquelle, notamment les professionnels agricoles, mais ça n'a pas été les seules parties prenantes, et c'est important de le savoir, ont fait remonter une proposition de panier d'indicateurs pour suivre pas seulement la réduction de l'utilisation des produits phyto, mais aussi l'engagement des professionnels sur le terrain. Et ce serait intéressant, voilà. Donc on est en train de travailler à ça. Ce serait intéressant d'avoir des pistes sur un indicateur qui ne serait pas seulement la résultante finale très macro, très en aval finalement de toute la politique publique, qui est le recours aux produits phyto calculé par le NODU, qu'on n'abandonne pas de toute façon, mais d'avoir peut-être des compléments qui feraient que les acteurs de terrain se retrouvent un petit peu mieux dans la politique publique, dans la mise en œuvre de ces actions, et voir en quoi est-ce qu'ils contribuent et en quoi est-ce que peut-être d'autres domaines sur lesquels la politique publique est attendue sont encore insuffisamment mis en application et ont besoin d'un peu plus d'attention. D'accord, je vais laisser la parole à la salle un peu sur ce que vous venez de dire, en ajoutant peut-être une couche à ce que vous voulez dire, j'ai le droit de le faire. C'est l'absence de connaissances dans le public, évidemment, de deux domaines principaux. L'agroécologie, si vous citez ce mot hors champ de notre... on est un peu dans un isolat, par ailleurs, de notre monde, de l'agriculture. Personne ne connaît. Alors éco-phyto, encore moins, je le rajoute, alors que nous sommes sur des nécessités sociétales. Et pour qu'il y ait un engouement des acteurs, il faut qu'ils s'inscrivent aussi comme acteurs de nécessité sociétale, mais reconnus par la société. Je le rajouterai juste à ce que vous voulez dire, à ma manière. Qui veut intervenir sur ce que vient de dire M. Ibrahimé? Oui. Oui, donc je me représente Yannick Billon, service économique coopératif CAVAC. Je vais vous donner une réponse pourquoi on trouve cet indicateur non intéressant et pas du tout superbe, comme vous avez l'air de le dire. L'argument que c'est un indicateur national ne pèse pas fort pour moi, personnellement. Le NODU ne représente pas ce que l'on fait avec les produits dans les champs. Je vais demander simplement à l'ingénieur du son de monter le son, parce qu'on ne vous entend pas bien. D'accord. Je vais prendre un exemple simple d'un produit commun utilisé par des messiculteurs comme le Milagro. Le NODU tient compte de la dose homologuée pour son calcul dans son édition. On tient compte des doses homologuées des produits. Oui, enfin je peux rappeler le calcul si vous voulez du NODU, mais en effet on prend les doses homologuées converties en doses équivalentes de substances actives, on garde le maximum de cette panoplie. Donc un simple produit très connu comme le Milagro, un antigraminé sur le maïs, homologué 1,5 litre, est utilisé en réalité sur le terrain entre 0,3 et 0,8 litres, voire 0,5 en dose pivot. Sauf que donc, par rapport à la pratique, ça ne veut rien dire. De plus, de toute façon, le reproche premier du NODU, ça reste un indicateur quantitatif et non qualitatif. L'objectif de tout notre travail pour de faire baisser la pression des phytos, c'est de diminuer les impacts santé environnementale. L'indicateur NODU ne tient pas compte du tout de ça. On peut baisser des NODU et augmenter les impacts environnementaux ou sur la santé en choisissant les produits qui vont nous donner des doses faibles de NODU. Donc c'est un indicateur qui n'a qu'un intérêt de communication. À vous, oui, à vous d'intervenir. Bonjour, Frédéric Macaire, je suis chef de projet Ecophyto pour la région PACA à la DRAF. Pour répondre très directement, l'objectif du plan Ecophyto, c'est de réduire les impacts sur la santé humaine et sur l'environnement, mais aussi réduire la dépendance vis-à-vis des pesticides. Et donc cet indicateur du NODU répond bien à cet objectif-là, de suivre la réduction de la dépendance. Donc il me semble quand même assez pertinent en ce sens-là.
Je rejoins les propos de Vincent Hebraille sur la nécessité que cet indicateur puisse être un outil de mobiliser les acteurs. Alors, à l'échelle de la parcelle, on a l'IFT, qui est un bon indicateur, qui est un excellent indicateur, à l'échelle de la parcelle, à l'échelle d'une exploitation agricole, à l'échelle d'un groupe d'agriculteurs. Quand on est sur une dimension de politique publique à une échelle territoriale un peu plus grande, par exemple à l'échelle régionale, donc malheureusement, nous ne disposons pas du NODU et ça nous manque énormément. Donc ça fait 6 ans qu'on le demande, ça va finir par arriver un jour, on l'espère. Toujours est-il qu'on dispose des données brutes qui sont les quantités de substances actives. Dans ma région, j'ai fait une analyse assez fine de l'évolution des quantités de substances actives utilisées en PACA. Et ça nous a permis de montrer que, hors produits de biocontrôle, les quantités de substances actives avaient baissé, diminué de façon très significative. Et depuis pendant un an, là, j'ai multiplié les réunions publiques où j'ai présenté ces résultats devant diverses assemblées et divers publics. Et ça a effectivement un effet vraiment très mobilisateur aujourd'hui. C'est enthousiasmant puisque les efforts sont récompensés par une diminution quand on regarde bien dans le détail des chiffres. Et donc, c'est encourageant pour tous les acteurs du plan éco-phyto dans la région. Oui, allez-y. Oui, bonjour, Lionel Launois du ministère de l'Agriculture, mais à la Direction Générale de la Performance Environnementale. Et je travaille en fait au sein du Bureau du Changement Climatique et de la Biodiversité. C'était juste pour apporter un témoignage donc, par rapport à l'agroécologie. Donc au sein de la sous-direction dans laquelle je travaille, l'agroécologie, elle commence, effectivement, c'est un thème qui est nouveau, mais qui commence à percoler, peut-être pas jusqu'au grand public jusqu'à présent, mais qui commence à percoler dans énormément de travaux de recherche, dans pas mal de domaines aussi qui étaient pour l'instant complètement absents du champ de l'agroécologie, notamment dans le cadre de la recherche génétique, de la biodiversité et des ressources génétiques. On en parle de plus en plus. Et dans le cadre du projet agroécologique donc, que l'on porte, on s'est posé plusieurs questions qui pourraient notamment alimenter aussi le débat au sein d'Ecofito, puisqu'on a également un travail sur les indicateurs. Donc il y a trois niveaux en fait. Il y a le travail qu'on mène sur les jeux de données, c'est-à-dire qu'on regarde d'abord si sur la qualité de la donnée, on essaye aussi d'avoir les jeux de données les plus complets possibles avec une chronologie des données la plus importante possible également. On travaille également sur l'intégration du caractère du volet environnement, mais le volet environnement au sens des caractéristiques pédoclimatiques, parce qu'au sein on discute notamment de l'IFT et donc au sein avec les collègues du bureau du BSEC qui ont refait en fait le catalogue et le rapport sur l'IFT, on va entamer une réflexion dans les prochains mois sur une référence possible à l'échelle nationale, car à l'heure actuelle l'IFT il est calculé donc par catégorie en fait par filière, mais il est également régionalisé. On a des difficultés à comparer un IFT viticole alsacien avec un IFT viticole languedocien parce qu'il n'y a pas de référence. Et donc la question qui sous-tend la mise en place de références, ce sont les conditions pédoclimatiques que l'on doit peut-être prendre en compte et qui rejoint les propos qui étaient donc émis par la DGAL sur la mise en place d'un indicateur unique à l'échelle française et qui aurait également un poids plus important. C'est ce qu'on voit notamment dans le cadre de la directive cadre européenne sur l'eau où on a un indicateur unique sur la qualité de l'eau en France. Il n'y a pas des indicateurs qui sont régionalisés. Ensuite, le deuxième niveau, c'était sur la stabilité des indicateurs dans la durée. On essaye également de réfléchir quand on met en place un indicateur que la valeur de l'indicateur qui est calculée en année 1, ce soit pas la même, mais que ce soit sensiblement la même ou qui représente la même chose en année 5, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une variation qui soit juste liée à la temporalité. Et la dernière chose, c'est qu'on réfléchit également sur les approches écosystémiques, à savoir on a des indicateurs qui peuvent être mis en place sur la qualité de l'eau, des indicateurs sur la qualité de l'air, et simplement la question qui se pose, c'est que l'agriculteur, il est dans des pratiques agricoles qui sont écosystémiques, qui peuvent avoir un impact écosystémique. Et d'avoir un indicateur qui mesure juste son impact sur l'air sans mesurer son impact sur la qualité des sols ou sur la qualité de l'eau, c'est un peu renvoyer le problème vers un autre compartiment environnemental. Donc on essaye d'intégrer cette logique-là pour avoir des indicateurs qui soient multicritères et qui prennent en compte cette pluralité en fait, des compartiments environnementaux. Merci. Encore, oui, pardon. Pierre Guy, un vieux grand-père,
qui suit le programme Ecophyto depuis le Grenelle de l'environnement. En juillet 2008, il était décidé de mettre en place le NODU au code postal. Je dis bien, ça nous est assuré. Ensuite, pour un certain nombre de raisons, on a mis seulement en place le NODU. Pourquoi mettre en place un NODU? C'est que la quantité de substances actives, en mettant en même temps les éléments minéraux, des produits comme les pyréthénoïdes à 10 grammes hectare ou des produits à 2 kg hectare, c'était pas un indicateur intéressant. Parce que le NODU est mauvais, c'est vrai, mais il est bien meilleur que le QSA. Et d'autre part, il faut bien savoir que le NODU est quand même en cohérence avec l'IFT. C'est le même principe de base qu'on utilise, c'est-à-dire la dose hectare. Alors, le ministère n'a pas été transparent, ça c'est clair, je peux vous l'assurer. Pour essayer de comprendre comment il était calculé, il fallait se lever matin et qu'on soit un afro-écologiste ou qu'on soit un syndicaliste, personne n'y a jamais rien compris parce qu'on ne nous l'a pas expliqué. Je maintiens. Donc le NODU, c'est quand même finalement un bon indicateur. Ceci étant dit, on fait une hypothèse de travail. On fait l'hypothèse de travail que la réduction d'usage des pesticides est bon pour la biodiversité et pour l'environnement. Ce qui n'est pas... attendez, je vais pas dire... on a vu tout à l'heure, ce n'est pas toujours si évident que ça. D'autre part, Paillotin a refusé qu'on prenne en compte... il a préféré un indicateur de pression, comme il disait, le NODU, plutôt qu'un indicateur de risque et d'impact, dans la mesure, il y a plein de gens qui étaient venus nous exposer ce qu'on pouvait faire avec, et manifestement, on ne pouvait pas faire grand-chose. Parce que, ne presque, on a parlé de la perdrix tout à l'heure, mais si j'écoute Vincent Bretagnol, il me dit tous vos pesticides que vous intrez là-dedans, ça n'a aucun impact sur l'outarde. C'est le désherbage qui est le facteur majeur. Donc, mettre en place un indicateur de risque, ce qui est déjà différent de l'impact, ce n'est pas si simple que ça. On a des éléments dans un certain nombre de cas, mais ce n'est pas simple. Donc, et d'autre part, on a évoqué à l'instant la variation des IFT. Pour la vigne, sauf erreur de ma part, de région à région, on n'exploite pas assez les résultats. Ça doit varier de 7 en Provence-Côte d'Azur à 25 en Champagne. Mais pourquoi 25 en Champagne? Un directeur régional d'une chambre d'agriculture me dit c'est parce qu'en Champagne, d'abord, c'est lié au prix de la bouteille, donc on peut se payer des pesticides, et d'autre part, dans un certain nombre de cas, les gens vendent du raisin et pas du vin, donc il faut qu'il soit beau. Donc, ce que je veux dire, c'est que le NODU, même s'il est bon, c'est quand même un indicateur. Finalement, son gros défaut, il en a un, c'est qu'il est inutilisable seulement par la France et inutilisable en comparaison avec les autres pays. Et d'autre part, je reviens encore sur les différences. Il y a d'énormes différences d'IFT sur les pommiers. Philippe Rollet n'est pas tout à fait d'accord avec moi. Mais quand je vais au marché et que j'interroge un certain nombre de gens, alors, ils ne me répondent pas toujours la vérité, d'accord, mais il y a des gens qui font des traitements, qui font 10 traitements, voire 15 traitements, et d'autres qui font 50. Et pourquoi il y en a qui font 10 ou 50? Ce n'est pas parce qu'ils travaillent mieux, c'est parce qu'ils font de la vente directe et qui ne passent pas par les grandes surfaces qui ont des exigences d'apparence et d'uniformité des produits essentielles. Donc simplement pour dire, le NODU, il existe. Je pense qu'on peut en faire un bon indicateur, parce qu'on a les moyens de le faire, et ce n'est pas forcément une erreur que de découper en fonction des différents usages. Merci, ça demande un travail par ailleurs. Merci pour cet regard critique, c'est toujours très très important d'avoir ce style de regard. Je vais passer à Thomas Aiglin, ensuite d'autres pourront intervenir, y compris sur ce qu'on vient d'entendre. Donc Thomas Aiglin, vous souhaitez vous intervenir, et vous êtes sur la contamination de l'air principalement, si on est bien d'accord, sur le fait que la contamination de l'air par les pesticides n'est pas réglementée, c'est une des questions que vous soulevez. Oui. D'accord. Et peut-être une autre question.
C'est-à-dire que tout ce travail ne peut se faire sans implication des acteurs de l'amont et de l'aval. Très en amont et très en aval, comme je le disais, ou jusqu'où ça va, tiens, l'amont et l'aval. Enfin, là, ça va être deux messages un peu différents, mais je vais commencer le premier sur la contamination de l'air. Donc, la première chose, ici, vous m'entendez bien ? Oui. Donc, la première chose, je ne sais pas si tout le monde connaît bien l'activité de l'ADEME. C'est une communauté éco-phyto que je connais mal, même si j'en connais quelques-uns. Et donc, l'ADEME a dans ses missions la lutte contre la pollution de l'air. Et donc, c'est un des enjeux importants chez nous. Et on travaille sur cette question en finançant des recherches appliquées. On a plusieurs programmes de recherche sur le sujet qui sont récurrents. Il y a l'appel à projet Cortea sur la connaissance et la réduction des émissions vers l'atmosphère. Et il y a, avec le ministère de l'écologie et puis Ecophyto l'année dernière, PrimeQual, qui traite à chaque fois des sujets spécifiques. Après, on n'agit pas que sur la recherche. À l'ADEME, la recherche, c'est une toute petite partie. On travaille aussi sur le développement d'outils d'évaluation environnementale, multicritères. Et on travaille enfin sur le déploiement d'opérations pilotes sur le terrain au niveau de nos directions régionales et la mise sur le marché d'innovation, notamment dans le cadre des investissements d'avenir, d'innovation qui permettent la réduction des impacts environnementaux et l'économie de ressources. Et on a certains projets qui concernent le biocontrôle. Donc on n'est pas si éloigné des thématiques que vous traitez, même si ce n'est pas notre priorité. Alors je voulais intervenir d'abord sur le sujet de la pollution de l'air. Alors la pollution de l'air, il y a plein de polluants à prendre en compte. Les pesticides, actuellement, ce n'est pas un polluant réglementé. Au niveau de l'ADEME, on a plein d'autres sujets à traiter concernant cet enjeu, les gaz azotés, les particules fines, etc. Mais on sent que l'enjeu monte, qu'il y a des demandes sociétales, qu'il y a des demandes au sein des régions, et qu'il y a aussi une avancée au niveau politique, avec les réflexions actuelles sur la mise en place d'une surveillance harmonisée de quelques molécules dans l'atmosphère au niveau national qui intégrerait le travail des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Donc on sent qu'il y a un enjeu. Après, nous, au niveau de l'ADEME, comme on a plein d'autres enjeux à traiter au niveau de la pollution de l'air, on ne peut pas mettre des moyens faramineux. Ça, le ministère de l'écologie nous l'a dit clairement. Et ce qu'on a voulu faire, si je rejoins les indicateurs, c'est le premier indicateur pour le suivi des politiques publiques sur la question de la qualité de l'air, c'est les inventaires d'émissions et les concentrations de polluants dans l'atmosphère. Donc un de ces indicateurs qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le facteur d'émission. C'est l'émission d'un polluant vers l'atmosphère à partir d'une surface donnée, par exemple pour une parcelle agricole. Donc ce qu'on a demandé à l'INRA, à l'IRSTEA, donc Carole ici présente, et au CIRAD, c'est on est sûr que dans la biblio, il doit y avoir des choses. Hein. Donc on va vous demander, via une étude, de nous faire le point sur les facteurs d'émission qu'on peut utiliser, sachant qu'il y a déjà des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air qui les utilisent pour faire des inventaires régionaux. Et puis vous allez nous dire ce qu'on peut utiliser. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'en est pas là. Que les facteurs d'émission qui existent, ils sont déjà ceux qui les ont proposés, on ne les retrouve plus forcément. Et ils ne savent plus comment ils les ont fait. Donc on s'est retrouvé un peu embêté et on s'est dit on va transformer cette étude en un bilan des outils qu'on peut utiliser pour faire de l'évaluation des émissions vers l'air et proposer des perspectives de recherche. Ça veut dire que derrière, il y a des travaux à mener importants. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours actuellement, qui mobilisent un certain nombre d'acteurs, Carole l'a bien dit, qui sont importants pour traiter ces questions-là, de la parcelle jusqu'à l'atmosphère, pour avoir des indicateurs fiables de politique publique sur la question des émissions de pesticides dans l'atmosphère. Parce qu'on peut travailler à l'échelle de la parcelle sur des indicateurs parcelles, mais nous on a l'habitude au niveau de l'ADEME, on peut avoir des facteurs d'émission au niveau des pots d'échappement qui ne se traduisent pas forcément en réduction de concentration dans l'atmosphère. Donc il y a vraiment un besoin d'avoir un travail coordonné des acteurs pour avoir des indicateurs à l'échelle parcelle utilisables par les agriculteurs et qui puissent se traduire au niveau atmosphérique sur la réduction des concentrations. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut travailler le sujet, il faut
il faut continuer, il faut animer tous ces projets de recherche. Donc, il faut travailler. Je vais demander à quelqu'un de réagir sur cette question-là, sachant qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur toutes les questions, et ça c'est très bien qu'il y ait beaucoup d'incertitudes, y compris dans les rapports qui ont été faits, y compris des incertitudes organisationnelles d'ailleurs, je l'ai repéré. Y compris aussi par rapport aux objectifs visés, alors là, public, une série de complexités là, que vous soulevez. Alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir là-dessus? Est-ce qu'il y a des... Voilà, oui. Oui, Sylvain Coudreuse, donc BASF. Moi, j'ai juste une remarque sur ce sujet-là. C'est vrai qu'on sent l'enjeu qui pointe très vite et on sent un enjeu médiatique très très fort sur ce sujet-là, alors qu'à ce que j'entends, d'un point de vue scientifique, vous avez, entre guillemets, pas forcément beaucoup d'éléments. Et c'est vrai que moi, je suis assez stupéfait par tout ce qui peut être raconté, par même des mesures qui peuvent être faites et qui peuvent être exploitées, qui peuvent faire très peur très vite, sans finalement qu'on n'ait rien derrière pour juger de ce qui peut être présenté, quoi. En tout cas, l'important, c'est qu'il va y avoir des mesures, une surveillance, et donc des données qui vont exister. Et donc, il faut être capable de les interpréter et de pouvoir, après, expliquer ce qui se passe en termes de pratique, comment elles influencent ces concentrations, puis aussi travailler les questions des impacts. Et donc, il y a vraiment des travaux, je le répète, à mener et de façon coordonnée. Monsieur soulevait quand même la question de la pression dite médiatique, mais la pression du fond de controverse sociétale dans lequel nous vivons, qui est neuf, qui a à peu près 15 ans. Avant, nous étions dans les conflits. Aujourd'hui, dans un fond de controverse. Un fond de controverse, c'est qu'on marche sur des œufs. C'est qu'on est parfois dans des champs de mine. C'est-à-dire qu'on vise quelque chose qui serait un objectif sociétal, urgent ou pas urgent, ou qui serait le contraire. Parce que les inversions arrivent parfois. J'ai vu dernièrement, d'ailleurs, dans le cadre de l'agroécologie dans les vignes en Allemagne, une régulation, alors on enlève le phyton mais des coccinelles, je ne fais pas le détail, et des plaintes très puissantes et plus puissantes que sur les phytos sur l'envahissement des coccinelles. Je peux vous dire que nous sommes sur une vraie question soulevée par monsieur, une vraie pression, et précisément, je crois, une recherche de compréhension systématique de cet état de controverse, parce que et la pression médiatique, les médias ne font qu'amplifier. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, je voulais justement rebondir sur ce que vous venez de dire. Philippe Rollet, je travaille à la DRAF et je suis responsable éco-phyto. Alors je travaille beaucoup sur la partie vignoble, bien sûr, mais pas que. La pression médiatique peut avoir du bon. On l'a vu à Bordeaux. À Bordeaux, avec l'histoire de Villeneuve de Blaye, brusquement, on s'est vraiment intéressé à ces choses-là et ça a été un espèce de déclic. Donc je suis d'accord avec vous, monsieur. La bonne pression médiatique peut arriver à nous faire toucher du doigt des choses et à faire évoluer, y compris la recherche, vers des sujets qui sont importants. Moi, je suis assez confiant là-dessus. L'autre point que je voulais signaler, c'est qu'il a été dit tout à l'heure quelque chose qui me paraît important, c'est qu'on a tendance quand même à traiter les affaires d'indicateurs, indicateur par indicateur, enfin milieu par milieu, entre guillemets. Ce qui peut poser problème. Quand je suis sur un bassin viticole où le problème majeur, c'est le problème de la flotte, certes, je traite la flotte, mais l'air est avec, et mon voisinage aussi. Donc, peut-on travailler sur des indicateurs multicritères, alors je ne sais pas comment vous dites, les chercheurs ont sans doute les mots pour qualifier ça, qui intègrent à la fois les différents milieux, et peut-être par priorisation, je ne sais pas comment on peut dire, j'ai tendance à dire que quand je me retrouve dans l'entre-deux-mers avec aucun voisinage, moi j'ai jamais trop poussé vers un pulvérisateur confiné. Par contre, quand je suis à Saint-Émilion et que l'école elle est juste à côté, j'ai tendance à dire mettez ça plus vite en route. Donc à la fois ça permet de prioriser, en même temps c'est quelque chose qui doit aussi intégrer les différents milieux. Donc c'est compliqué, je l'avoue. Moi j'ai travaillé à l'époque à la DGAL sur tous les groupes indicateurs. Il rigole, mon voisin, parce que à l'arrivée, qu'est-ce que ça a donné? On a pris le nodu parce que finalement, on n'avait pas grand-chose d'autre non plus de vraiment génial, quoi. On va le dire comme ça. Alors peut-être que ça a évolué depuis. Donc moi, j'aimerais bien avoir une réponse par rapport à ce côté un peu systémique des indicateurs. Et l'agroécologie, c'est bien ça. C'est derrière, c'est ce côté-là qui est important à régler en même temps.
Je vais poser une question à partir de ce que vous dites. Est-ce que toutes ces questions circulent dans le cadre d'Ecofito, les questions telles quelles vous les posez? Est-ce qu'on a accès à l'ensemble des questions pour avancer? Oui, hein. Ok, d'accord. Qui veut intervenir? Ah. Juste approuver tout à fait cette question qu'il faut absolument passer au multicritère. Et je vous ai présenté d'ailleurs un projet un peu monocritère avec beaucoup de regrets. Hein. Et c'est un peu un paradoxe, mais j'appuie totalement. On ne peut pas juste se focaliser sur un impact aujourd'hui ou sur un enjeu, parce qu'on peut naturellement, il peut y avoir des transferts d'impact. Ce qu'on met pas dans l'eau, ça peut aller dans l'air, ou on peut préconiser des solutions qui finalement ont un autre problème. Donc il faut aller absolument vers ça. Et j'irais dans la palette des indicateurs qu'on a testés par rapport à l'eau, il y en a quand même plusieurs qui traitent aussi de la qualité de l'air, par exemple. Hein, donc... Très bien. Et puis, il ne faut pas oublier tous les autres enjeux après. Hein. Le sol est... Les effets, c'est pareil. On nous dit plus utiliser de produits CMR ou de perturbateurs endocriniens. On fait le tri et qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Hein. Ce choix-là me gêne un peu des fois. Et sur le terrain, ça gêne beaucoup. Et là, je suis d'accord aussi. Il faut rester pragmatique et dans certains cas, se dire, dans certaines situations, s'autoriser encore certaines molécules peut-être à profil moins favorable, aussi pour d'autres enjeux, hein, pour la gestion des questions agronomiques, gestion de résistance et ainsi de suite. Sinon, on va vraiment dans des impasses totales. Très bien. Il va y avoir d'autres interventions. Je vais demander à Thomas Aiglin de soulever son deuxième angle fort et vous réintervenez après. Donc le deuxième angle fort, nous on travaille plus trop à l'évaluation au niveau de l'exploitation agricole, mais on développe beaucoup l'évaluation au niveau des filières et des produits. Et donc on utilise dans ce cadre-là l'analyse de cycle de vie, qui se base sur des évaluations des flux et qui sont traduites en impact. Alors la question qu'on a, c'est comment peut-on progresser avec vos travaux sur ce sujet-là, sachant que là, on va lancer un projet au niveau européen avec plusieurs organismes européens pour harmoniser déjà les pratiques de prise en compte des produits phytosanitaires dans ces outils-là. Très bien. Quelqu'un voulait intervenir, hein, je crois. Oui. Oui, je voulais apporter des précisions par rapport Rappelez votre Laurent Charlier du CIVB à Bordeaux. Donc effectivement, je ne vais pas revenir sur le NODU et autres indicateurs qui sont très peu utilisés par la profession, qui sont plutôt pour faire des remontées au niveau national. Hein. Mais déjà sur l'IFT, en région, pour nous, effectivement, ça pose question, puisque si on veut aboutir aux exigences du plan Ecofito 1 et 2, de réduction d'utilisation des produits phytosanitaires, si on s'en tient à la dimension quantitative comme elle est actuellement suivie, on n'est pas dans les clous et ça nous pose vraiment problème, parce que si on regarde des chiffres internes à notre filière, à notre région, mais c'est pareil dans d'autres régions viticoles pour ce qui est de notre filière, sur certains produits qui peuvent être effectivement avec des dimensions qualitatives comme c'était évoqué, hein, ou non qualitatives. On peut parler de certains produits CMR qui ont peut-être tendance, eux, à diminuer. On a effectivement des baisses, mais on a aussi d'autres produits. Je vais penser par exemple au soufre. Hein. On a des statistiques qui montrent que les quantités de soufre utilisées contre certaines maladies augmentent, et ce sont des produits qui sont utilisés à 12 ou 20 kilos par hectare au lieu des quelques centaines de grammes qu'on peut avoir par d'autres produits. Donc si on s'en tient aux dimensions quantitatives de tonnage de produits, on n'y arrivera jamais. Et on n'arrivera pas non plus à montrer des indicateurs qui évoluent et qui ont du sens pour la profession. Donc, puisque la table ronde traite des indicateurs, je pense qu'il y a vraiment cette réflexion à avoir sur les bons indicateurs
il y a ceux qui sont pour la science, il y a ceux qui sont pour les professionnels, et puis il y a ceux qui sont pour les pouvoirs publics. Mais il faut qu'à un moment donné, on ait des indicateurs qui ont du sens. Alors nous, dans notre filière, mais c'est pareil dans d'autres régions viticoles, pour nous, la dimension intégrée environnementale, c'est celle qui a du sens. Donc on travaille actuellement sur les démarches environnementales et on essaie de comptabiliser les entreprises qui sont engagées dans une démarche environnementale, que ce soit du bio, que ce soit de l'agriculture raisonnée, que ce soit du Terra Vitis. La démarche locale chez nous, c'est du management environnemental. Et donc là, on voit qu'on a des progressions. On est actuellement à 55% des entreprises qui sont engagées, donc c'est du significatif et pour nous ça a du sens, mais sinon pour cet aspect purement phytosanitaire, c'est vrai qu'il faudrait qu'on ait autour de la table des indicateurs. Alors il y en a peut-être certainement plusieurs parce que le problème est multiple, hein. L'air est un sujet aussi, hein. On n'a pas évoqué le folpel qui est présent, mais pour autant, qu'en est-il de la toxicité? Est-ce qu'il faut l'interdire? Est-ce que voilà, bon. Donc voilà, donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur l'indicateur en dissociant ce qui relève de la recherche, de ce qui peut être utile pour faire progresser la profession. Hein. D'ailleurs, chez nous à Bordeaux, on a un petit groupe qui réfléchit à un IFT. Alors, le projet n'est pas mal, mais on l'appelait l'IFT intelligent, entre guillemets, qui essaye d'associer une part utilisateur et une part environnementale. C'est-à-dire qu'on essaye d'associer globalement ce qui relève du délai de rentrée et du délai peut-être des distances de zones non traitées pour voir si ça peut marcher et peut-être avoir l'IFT tel qu'on le calcule actuellement et peut-être se dire tiens, on a un IFT qui est pondéré par son poids pour l'utilisateur en termes de sécurité et au niveau de l'environnement. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur ce sujet. J'ai l'impression dans ce que vous dites qu'il nous faut des innovateurs du type ce qu'a inventé Google. Je trouve ça très bien. Hein, et je parlais tout à l'heure des zones d'innovation dans lesquelles aller ou non Ecofito. À vous. Oui, on rêve bien sûr d'indicateurs d'impact multicritères. Mais la question que je me pose derrière, c'est quelles mesures, qui fait les mesures, avec quel financement, voilà. Et j'ai bien peur qu'en 2025, on n'ait aucune donnée qui puisse être interprétée à l'échelle des territoires sur lesquels on travaille. Alors la BNVD a cet avantage, hein, c'est que c'est réglementaire. Et c'est une donnée qui est saisie annuellement, donc qui nous permet de pouvoir mesurer une évolution des ventes. Alors c'est bien évidemment très largement insuffisant, mais au moins on a cette donnée-là, et depuis le début d'Ecofito. Pour les mesures d'impact, pour le moment, on n'a pas grand-chose, quoi. Les mesures qui se font sur les données qualité de l'eau, qualité de l'air, les financements dépendent des organisations régionales en fonction des politiques des agences de l'eau, des conseils régionaux, des différentes collectivités territoriales. Pour ce qui est des ASQA, c'est pareil. Pour le moment, on n'a pas de financement Ecofito, donc on a vraiment très peu d'assurance sur ce volet d'obtenir des données. Oui, vous pouvez réagir. Ensuite, j'ai demandé, et vous, hein, ensuite alors, ensuite, je passerai à Thierry Caquet quand même. Allez-y. Oui, bien sûr. Je vais faire très vite. Donc c'est en réaction à certaines contributions. Là, donc je vous remercie pour les prises de parole. L'exemple qui a été pris sur le soufre, il démontre pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une ODU et pas des QSA. Voilà. Donc, il a parlé de lui-même, je ne vais pas le détailler davantage. La directive européenne nous demande de réduire la dépendance, les risques et les impacts liés aux produits phyto. Dépendance, on l'a traduit par réduction, en gros, des doses appliquées. Donc doses, que ce soit des kilos de soufre ou des grammes d'un autre fongicide, tant que la pression phyto sur le territoire est comparable en termes, entre guillemets, d'IFT à l'exploitation, le problème reste, et la réduction de la dépendance donc, a été traduite dans le plan Ecofito par le ministère par une réduction de l'utilisation. Et c'est dans ce sens-là, en plus, ça rejoint tout à fait les propos liminaires de Xavier Rebout, qui avait cité des coûts de dépollution liés à l'utilisation des produits phyto et à leur dissémination dans l'environnement, qui étaient peut-être estimatifs, mais avec la conclusion de Xavier, qui était la nécessité de faire évoluer les modèles agricoles. Donc ce n'est pas en remplaçant une molécule par une autre comme ça que... en tout cas, on estime que ça ne suffira pas à répondre à la question et qu'il y a vraiment nécessité de faire évoluer en profondeur, c'est le sens de la transition agroécologique, de faire évoluer en profondeur les modèles agricoles.
À côté de ça, on est vraiment preneur de toutes les bonnes idées qui circulent. Moi, je vous invite à les faire remonter via vos représentants nationaux, puisque c'est pas courant qu'ils nous proposent des alternatives comme celles que je viens d'entendre sur l'IFT intelligent. C'est généralement des demandes qui sont très difficiles à satisfaire, des indicateurs nationaux sur les risques et les impacts, mais qui intègrent un petit peu tout, ou alors garder la QSA, ou voir la QSA à l'hectare, avec donc les biais qu'on a vus. Donc moi, voilà, je vous invite à les faire circuler dans vos réseaux pour que derrière, il y a des appels à projets nationaux sur le plan Ecophyto qui sont publiés chaque année. Il va y en avoir un cette année qui devrait paraître sous un mois à peu près, avec une ligne indicateur. Donc vous êtes les bienvenus pour contribuer dessus. Il n'y a pas de malice de ma part. Vraiment, on est preneur de toutes les bonnes idées pour trouver des indicateurs qui arrivent, comme je le disais tout à l'heure dans mes premiers propos, à fédérer davantage l'ensemble des acteurs du plan. Très bien. Vous avez une adresse email directe, on peut vous envoyer ça? Oui, alors elle sera présente dans le cahier des charges, mais c'est l'adresse Ecophyto classique de la DGL. Voilà. Pas la vôtre. Très bien, je vais vous laisser parler ensuite, parce qu'on fait une variation sur le même thème. Je vais passer à Thierry Caquet, parce qu'il aborde un autre point de vue, mais on reste sur le même sujet. Parce que sinon, on va débattre, et puis il n'y aura plus de temps. Il sera venu pour rien. Je reviens demain, c'est pas grave. C'est bon. Je vais aller vite. Votre point de vue, ça considère 3 grandes dimensions essentielles. C'est la conception d'outils, l'acquisition et mise à disposition de données, on en a parlé d'ailleurs, et communication et formation. Ça, c'est un des aspects sur lesquels vous intervenez. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, beaucoup de choses ont déjà été abordées. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, mais tout à l'heure, Pierre-Guy évoquait 2008. Moi, je pourrais parler de 1999, puisque j'ai fait partie avec certaines autres personnes dans la salle du premier conseil scientifique du programme pesticides du ministère. Et on se posait déjà ces questions, un indicateur, et on va dire ça n'a pas avancé. Si, ça avance, mais simplement, je pense que l'échelle à laquelle on se pose les questions et les objectifs qu'on se fixe ne sont pas forcément les mêmes. Et puis, peut-être pour commencer, je paraphraserai un peu George Boggs en disant que les indicateurs, c'est comme les modèles. Aucun n'est bon, ils sont tous faux, mais certains sont plus utiles que d'autres. Et je pense qu'on est dans cette logique-là de dire qu'on a des outils. Alors, j'ai bien aimé l'intervention qui consiste à dire qu'il y a des outils que la recherche développe, il y a des outils qui servent à appuyer les politiques publiques, et puis il y a des outils qui sont utiles aux praticiens, l'opérateur de terrain, et je pense qu'on est vraiment au cœur du débat. Donc je change un peu de ce que j'avais prévu de dire par rapport à notre discussion, mais je pense qu'on est vraiment là au cœur finalement de ce triptyque, et c'est notre responsabilité collective de faire vivre ce triptyque et de faire dialoguer ces différents partenaires. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de proposer des outils, et les outils ils peuvent émaner effectivement de la recherche. On est très fort en tant que chercheur à faire des outils, on publie des très belles publications, c'est là-dessus qu'on est évalué. Et puis on compartimente, ça a été dit par Philippe Rollet, on compartimente qui l'air, qui l'eau, qui le sol. On a vu les présentations aujourd'hui, c'est un petit peu l'exercice, les projets étaient comme ça, mais on a du mal à avoir cette vision complète, et on n'a pas beaucoup parlé de santé aujourd'hui, et je rappelle quand même que dans le plan Ecophyto, il y a cette vision de la santé, et donc si on rajoute la santé par là-dessus, faut aller vers peut-être des approches sans a priori, et qui soient peut-être plus proches de ces dimensions intégrant la santé de l'environnement, la santé humaine, ce qu'on appelle souvent le concept, alors l'agroécologie n'est pas connue dans le public, je pense que le concept One Health, une santé, n'est pas non plus connu, mais alors que tout le monde peut y être sensible, de comprendre que la santé de l'environnement, la santé des cultures, la santé de l'homme, tout ça c'est lié, et je pense que là il y a effectivement une matière à discussion. Alors il y a des approches qu'on n'a pas évoquées aujourd'hui, de mesures de l'exposition, de l'exposome par exemple, de la métabolomique, qui peuvent permettre d'avancer. Moi je plaide fortement, c'est aussi parce que je participe avec d'autres personnes ici à un groupe de travail de l'ANSES pour le développement de la phytopharmacovigilance et de l'écoépidémiologie. C'est clair que l'on manque de connaissances sur l'enchaînement de cause à effet entre je ne parle même pas du transfert, je parle de l'exposition à un moment donné d'un organisme ou d'une série d'organismes. On a vu l'exemple de la perdrix, on a des chiffres, on a une exposition. Alors, bon, évidemment, Vincent va dire mais pour l'outarde, ce qui compte, c'est d'enlever les bandes enherbées ou pas. C'est clair que c'est pas naturel d'avoir une présence de ce produit toxique dans les œufs, donc quid des effets. Donc on a besoin de progresser dans la connaissance, et le progrès de la connaissance, il n'est pas qu'une affaire de chercheurs, il est aussi une affaire d'observation, il est une affaire de collecte d'informations, et là je glisse un peu sur l'aspect données. On parle beaucoup, de plus en plus, de crowdsourcing dans plein de domaines, d'innovation ouverte, de données qui proviennent du public, de l'observation. Alors on va compter les oiseaux dans son jardin, les papillons, on regarde la phénologie des arbres. De la même façon, il y a le réseau, notamment Sagir, pour les accidents sur le gibier. On est vraiment en besoin d'acquisition de données, de centralisation de ces données et d'utilisation des données. Et quelque chose qui, moi, me paraît fondamental dans ce domaine, alors c'est vrai pour les indicateurs, mais c'est vrai dans plein d'autres domaines, c'est la logique de la donnée ouverte
et de la science ouverte et de la connaissance ouverte, c'est-à-dire que toutes ces données qui sont collectées, y compris sur des fonds privés ou sur des fonds associatifs, doivent pouvoir permettre de faire progresser la connaissance collective. Et puis il y a un point qui a été évoqué, je crois que c'est Fabrice qui en a parlé, c'est que c'est pas le tout d'avoir un outil, quel qu'il soit, qui que ce soit qui l'ait développé, mais il faut encore avoir une échelle, un référentiel d'interprétation. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Le dernier point, c'est sur formation-communication. Alors, ça a été évoqué à plusieurs reprises, peut-être sur l'aspect plutôt communication. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait, et là je m'adresse plutôt aux scientifiques, il ne faut pas qu'on soit frileux de dire qu'on ne sait pas tout, et que ce que l'on propose comme outil, derrière, il y a des incertitudes. Alors, l'incertitude de deux natures, il y a l'incertitude qu'on peut espérer réduire, donc on peut appeler épistémique, parce qu'on va acquérir de la connaissance supplémentaire. Je ne sais plus qui a dit, si je crois que c'est Christian, ouais, donnez-moi 1 million d'euros et peut-être que vous aurez la solution. Il n'a pas dit, vous aurez la solution, peut-être que vous aurez la solution. On a toujours besoin de données supplémentaires, on a toujours besoin de connaissances pour améliorer notre connaissance du système qu'on étudie. Ceci étant, ça peut peut-être s'améliorer sur le long terme, mais il y a des domaines d'incertitude qui ne sont pas réductibles. Il y a des phénomènes aléatoires, des choses comme ça. Et donc, il faut être prêt à communiquer là-dessus. Et rien de pire que de dire j'ai un super outil, mais sans donner sa précision, sans donner son incertitude. Enfin, en métrologie, c'est quelque chose qui ne passerait pas pour un outil utilisé dans l'industrie, par exemple. Et puis, le point sur lequel je voudrais peut-être terminer là-dessus, c'est, ça a été dit, je crois, par Pierre Ricci, c'est le besoin d'une analyse coût-bénéfice pour tous ces indicateurs. Que ce soit sur le transfert, que ce soit sur l'impact, je pense qu'on n'est pas assez peut-être présent sur cette analyse coût-bénéfice, finalement. Effectivement, passé, je crois que c'est Yvan qui parlait, 15 minutes à compter des araignées qui courent partout dans un bocal, c'est peut-être pas passionnant, surtout si on a peur des araignées. Moi, je suis un peu arachnophobe, donc voilà, je n'aurais pas faire ça. Mais si je gagne derrière un traitement, ou si je sais que ma politique de réduction des traitements a un impact sur la biodiversité, alors après, il faut faire le lien après avec la régulation, ce qu'évoquait Xavier, je pense qu'on aura quand même progressé dans le bon sens. Et l'utilisateur peut avoir le sentiment aussi, quelque part, il y a un petit peu la récompense aussi par rapport au travail fourni. Je pense que ça fait partie de cette logique, ces indicateurs plutôt d'impact, puisque c'est le sujet. Et puis, je terminerai peut-être par une ouverture sur la salle, puisque ça a été un tout petit peu évoqué, notamment sur ce triptyque, moi, que j'aime bien. C'est avoir le sentiment des participants sur, finalement, quelle place pour ces démarches qu'on peut appeler participatives. Xavier en a parlé un tout petit peu en introduction. Dans d'autres domaines, on a vu se développer ce qu'on appelle des jeux sérieux, où on met autour de la table des acteurs, alors dans le domaine de la gestion de l'eau, gestion de la fertilisation, gestion des fourrages. Il y a eu quelques tentatives sur les pesticides. J'ai le mémoire d'un projet ministère qui s'appelait TRAM, donc sur ces questions-là. Quid finalement de ces arènes où on peut non pas susciter du débat sans fin, mais faire progresser la connaissance réciproque des enjeux des uns et des autres. Et peut-être qu'il y a des exemples dans la salle. On commence à en évoquer avec l'IFT intelligent. Il y a peut-être d'autres exemples qui seraient bons d'aborder. Eh bien, je vais laisser la parole à la salle. Si jamais il y a des exemples super. Certains voulaient déjà intervenir. Oui. Ensuite, je vous poserai une question en une phrase sur une priorité, selon vous, voilà, à tenir rapidement, parce que nous avons un grand témoin ensuite de la table ronde et qui va mailler un peu tous ces questionnements. Bravo, d'avance. Allons-y, allez-y. Représentez-vous à chaque fois. C'est pour les décryptages. D'accord, donc Lionel Launois du ministère de l'Agriculture, Direction Générale de la Performance Environnementale. Donc ça me... Un peu plus proche. Pardon, oui. Vous m'entendez mieux ? Oui, donc ça me permet de faire justement le lien par rapport à... Je voulais réagir par rapport à ce que le monsieur de tout à l'heure disait à propos donc, de l'approche multicritère, et donc les propos abondent directement vers ça. C'est qu'au sein du ministère, on est en train de développer on a développé la certification environnementale avec le niveau également qui est basé sur 3 niveaux, avec un niveau 3 qui est la haute valeur environnementale, qui est un moyen de répondre en fait à ce triptyque qui a été évoqué, puisque la haute valeur environnementale repose sur des indicateurs issus de la recherche, donc des indicateurs scientifiques. Ces indicateurs ensuite sont moulinés façon politique publique sous forme de scoring, donc on donne un score, et en fonction de ce score, si le score atteint le seuil minimal, il se traduit par une haute valeur environnementale, c'est-à-dire une labellisation à niveau 3 qui répond donc non pas à un objectif quantitatif, mais à un objectif qualitatif. Et ça se traduit également par l'utilisateur de l'indicateur, ou par les personnes qui ont fait la démarche volontaire au niveau de la filière, par une labellisation sur leurs produits qui s'adresse également au grand public. Donc le grand public est conscient de la dimension environnementale
qui peut également, mais pas dans tous les cas, se traduire également sous forme de santé des pratiques agricoles. Et ça répond également donc à la remarque de tout à l'heure, puisque cette haute valeur environnementale intègre non pas simplement que les aspects phytosanitaires, mais également les aspects eau, biodiversité, etc. au niveau des pratiques. Et bien évidemment, c'est une démarche qui est dynamique, c'est-à-dire que quand il y a un indicateur au niveau de la recherche qui est meilleur que celui qui a déjà été pris en compte, la filière peut venir à nouveau rediscuter pour intégrer ces nouveaux indicateurs plus pertinents, plus stables, plus efficaces ou plus simples dans la démarche pour calculer en fait ce niveau 3. Voilà. Très bien. Merci de votre intervention. Il y avait... Et ensuite, ce sera pour vous. Merci. Oui, bonjour. Clémence Decherve de la FNSEA. Moi, je voulais revenir sur ce qui a été évoqué sur l'importance d'avoir un indicateur qui est moteur et sur le panier d'indicateurs qui a été rapidement évoqué mais pas forcément développé. Donc c'est quelque chose sur lequel nous, avec d'autres organisations écoles, on a travaillé et qui permet d'impliquer tous les acteurs qui sont la R&D, le conseil et les agriculteurs en mesurant la disponibilité des solutions innovantes, la façon dont elles sont transférées et dont elles sont intégrées par les agriculteurs. Et voilà, je voulais juste rappeler l'importance de ce panier pour nous, parce que la réussite du plan Ecophyto, elle est conditionnée avant tout par la responsabilisation de tous les acteurs. Bien sûr. Merci. À vous. Alors du coup, oui, Carole Bedos, je voulais rebondir un petit peu sur une remarque qui a été faite tout à l'heure sur les données et le besoin de données et la pérennité des données. Parce que là, on parle des indicateurs et je pense que pour les indicateurs d'impact, on aura besoin d'avoir des données auxquelles les confronter. Et du coup, la question, je veux dire, se pose vraiment, quelle est la pérennité des données? Alors, quand je parle de pérennité, ça veut dire que déjà, on a des données. Hein, donc, mais comment on va mettre en place un réseau de manière pérenne? Au niveau des ASCAM, je vous rejoins, pour l'instant, les campagnes sont ponctuelles. Ça nous permet quand même d'avoir une évaluation de la contamination de l'air qui nous permet pas d'avoir une vision globale, complète, mais qui permet de dire quand même qu'il y a une contamination de l'air. Et de répondre du coup à la première question qui a été posée en disant on bâtit des choses mais on a beaucoup d'incertitudes. Oui, on n'a pas de facteur d'émission, mais on sait qu'on a des produits phytosanitaires dans l'air. Hein. Enfin, ça pour le coup, il n'y a quand même pas beaucoup d'incertitudes là-dessus. Par contre, on n'a pas une vision globale et harmonisée. Et c'est ce pourquoi il y a eu quand même tout un travail qui est mené à travers des différents groupes de travail, notamment au niveau de l'ANSES, pour élaborer une démarche harmonisée. Et ça serait dommage que cette démarche harmonisée ne puisse pas être mise en œuvre par manque de financement, quoi. Parce qu'avec ce travail-là, on est censé pouvoir acquérir une vision globale de la contamination de l'air par les pesticides. Là, je parle de l'air, mais c'est vrai pour l'eau. Et donc la question se pose, quoi. Et j'avais peut-être un autre point, qui était le lien aussi avec les pratiques. Je trouve que là, on ne parle pas beaucoup là, des liens entre indicateurs, enfin, de comment on peut prendre en compte les pratiques actuelles dans les indicateurs. Alors là, il y a le projet Repère qui va travailler quand même sur le lien pratique contamination de l'air. C'est toujours sur le volet air, moi je vous parle de ce que je connais. Mais pour le coup, ça révèle quand même aussi la difficulté que l'on a, je trouve, à lier des indicateurs qui vont être forcément globaux, que l'on essaye d'avoir multicritères quand même, avec les facteurs qui vont déterminer quand même ces indicateurs. Et voilà, donc ces deux aspects, pérennité des données et prise en compte des pratiques. Très bien, très intéressant. Quelqu'un d'autre veut intervenir, voilà. Ouh là là, tant mieux. Alors, Arnaud Joulin, toujours Travaux Grand Est. Je voudrais exprimer un peu des besoins, une interpellation aux acteurs de la recherche et du développement sur les besoins justement au niveau des acteurs d'animation régionaux d'une politique publique. Pour animer une politique publique, on va avoir besoin d'outils. Donc on l'avait déjà exprimé, mais voilà, pour le moment et depuis le démarrage du plan, aucun outil n'a été développé pour évaluer des résultats à l'échelle régionale. Alors il y a des problèmes de disponibilité, de données, etc., tout ce qu'on veut, mais si on ne commence pas à travailler sur quelles sont les données disponibles à l'échelle régionale et à travailler là-dessus pour savoir ce qu'on peut en faire, on n'en aura jamais. Donc voilà, moi je souhaiterais qu'on commence à travailler sérieusement sur ce qu'on peut faire au niveau régional, quels outils on peut mobiliser
pour construire des outils d'évaluation de la politique, des politiques mises en œuvre pour Ecophyto, là aussi pour animer, pour mobiliser les différents acteurs régionaux. Deuxième point, c'est on a un certain nombre de données qui existent et qui, à mon sens, sont très sous-valorisées. Et notamment, le premier, c'est la base nationale de données des ventes, qui recueille toutes les données de vente des produits. Les produits ont des tas d'informations sur chaque produit. On a une base de données qui compile les ventes de tous les produits. Donc là aussi, quelle valorisation, quelle nouvelle valorisation on peut faire de ce produit? Parce que, par exemple, sur l'exposition et les données d'exposition, nous, au niveau régional et au niveau national, on exploite deux choses. Les produits T, T+, les CMR et les produits toxiques pour l'environnement. On va quand même pas très très loin en termes de qualification de l'exposition et du type de risque exprimé à travers ces produits, alors qu'on a des littératures énormes sur chaque produit. Donc là aussi, il y a une sous-valorisation manifeste de ces informations-là. Et dans le même style, on a toutes les données cumulées par les agences de l'eau, d'analyse de produits phyto dans les eaux. Ça coûte des millions d'euros par an. On n'en fait absolument rien. Merci. Non, mais on va répondre. À vous. Oui, donc de nouveau Cyril Cao, DGER. Deux réflexions par rapport à ce qui a été évoqué dans cette table ronde, qui est extrêmement intéressant. D'une part, sur la question des indicateurs, j'aime bien, je suis assez d'accord avec la façon dont Thierry a présenté les choses. Il y a bien des indicateurs qui sont quelque part des produits de connaissance, ou qui sont une forme de modélisation de la connaissance, où on cherche en tout cas à projeter de la connaissance et qui s'appuient notamment sur des dispositifs de mesure, et tout ça, ça a été présenté. Puis les indicateurs de la décision qu'elle soit celle de l'agriculteur, ou les indicateurs de décision publique, c'est peut-être pas tous les mêmes, et ce qui me semble être pas complètement clair ou diffus dans nos discussions, qui n'est pas complètement explicite, c'est qu'il faut peut-être qu'on l'affronte en tant que tel, et que l'axe recherche d'Ecophyto, en tout cas, se questionne un petit peu là-dessus, même sur un plan peut-être un peu plus théorique, ou en tout cas qu'on discute de ça et qu'on aille confronter ces visions avec des utilisateurs pour bien caractériser quel type d'indicateurs ils ont besoin, etc., etc. Donc là, je pense que c'est une piste de réflexion qu'il faudrait qu'on retravaille ensuite dans le cadre d'Ecophyto au niveau de la recherche. La deuxième réflexion, c'est sur la question des données. Et je partage totalement le diagnostic qui est fait là, qu'il y a énormément de données qui existent. Elles sont de nature très différente. Elles sont détenues par des dispositifs très très différents. Et finalement, hier, on a lancé un Vision Camp sur la question des données agricoles au ministère de l'Agriculture, dans la suite du rapport de Jean-Marc Bournigal sur le portail des données agricoles. Et ce qui est ressorti de cet exercice, avec notamment toute la communauté du numérique, c'est qu'il y a aussi une façon d'adresser les data massives, les big data, avec des outils adaptés aux big data aussi. Et est-ce qu'on n'a pas aussi à réfléchir sur, non pas essayer de travailler les données par secteur ou par compartiment de données, mais utiliser des outils massifs d'analyse de données variables, de qualité variée, en grand nombre, pour essayer de faire un peu cracher toute cette quantité de données. On prend toujours l'exemple de ce que Google a réussi sur la détection de la grippe. Google détecte mieux la grippe et cartographie mieux l'épidémie de grippe que le réseau Sentinel. Ne serait-ce que par le type de requête que Google est capable de tracer. Voilà. Donc c'est un exemple, alors c'est un exemple un peu emblématique et un peu totémique, mais je pense qu'on a peut-être à réfléchir aussi sur ces questions de données massives, qui par définition sont hétérogènes, de qualité variable, et qui pourraient être un axe de travail collectif. Merci beaucoup. Alors, ceux qui veulent intervenir là, à partir de maintenant, nous sommes à 2 minutes de la fin. Il y a le grand témoin qui va intervenir. Donc, je vous demande d'intervenir en une phrase, une idée force, pour en rajouter à la mosaïque de questionnement. Bon, je voudrais dire d'abord que je représente France Nature Environnement. On est deux à travailler sur Ecophyto, c'est Claudine Joly, une vétérinaire, et moi qui suis agronome. Ceci étant dit, on ne passe jamais dans les médias. Il n'empêche que les médias nous sont très utiles, comme a été utile le livre de Rachel sur le printemps silencieux. Même s'il était stupide, il a permis de poser des questions.
Et aujourd'hui, les médias ne s'intéressent pas aux problèmes intelligents, mais ils sont capables de poser des questions qu'on est obligé de reprendre. Et juste encore un mot, on a un vrai problème de base de données en France. Merci beaucoup. Qui voulait intervenir ? Marc Vergne, Institut français de la vigne et du vin, et accessoirement élu local. Et là, j'allais juste faire une observation en ayant la casquette d'élu local. Vous signalez qu'effectivement, j'abonde totalement dans le sens de ce qui a été dit par les précédents intervenants, c'est qu'il existe déjà des réseaux notamment au niveau des suivis de qualité de l'eau. Et j'en sais quelque chose parce que la commune adhère à ces réseaux, notamment qui sont suivis par le BRGM, dans le cadre du schéma d'aménagement de la gestion de l'eau des nappes phréatiques et des nappes profondes et des nappes de surface. Et donc il y a des suivis de polluants qui sont également faits. Donc quand on parle de réseau, de pérennité de réseau, ça c'est des suivis qui existent déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Et je ne suis pas du tout sûr que ça soit réellement valorisé. Merci. Dernière intervention, s'il y en a une ou pas. Non, c'est bon. Je vais vous demander à chacun d'entre vous de conclure, mais en regard des questionnements évidemment qui ont surgi, de conclure évidemment élégamment en 30 secondes chacun, parce que l'heure passe. C'est toujours compliqué, mais c'est bien, ça sauvegarde les idées fortes quand on fait en 30 secondes. Allez-y. Merci. 30 secondes, ça devrait être assez. Moi, il me semble que l'idée forte que je retiens à la suite des échanges qui ont eu lieu, c'est la nécessité, sur la question des indicateurs, de rasséréner le débat, à la fois entre nous, puisque vous voyez qu'on n'est pas capable de parler d'indicateurs sans remettre en cause le NODU, la QSA, des choses qui ont été arbitrées au début du plan Ecophyto. Et ça nous fait perdre du temps, ça nous empêche d'avancer aussi sur d'autres questions. Donc évidemment, c'est des questions qui sont très importantes, les indicateurs. Mais à côté de ça, je voudrais simplement illustrer mon propos par ce qui s'est passé à la préparation de la publication du plan Ecophyto 2, dont l'échéance a été repoussée notamment à cause de questions sur les indicateurs de suivi national du plan. Il y a eu des négociations entre des représentants politiques, parties prenantes du plan, qui ont décalé la sortie du plan Ecophyto 2 de 4 ou 5 mois. À cause de ça, les 30 millions d'euros qu'on a attribués au plan annuellement supplémentaires à partir de 2016, qui sont gérés par les agences de l'eau, ont été gérés dans les conseils d'administration des agences de l'eau fin 2015 pour la première fois, et donc beaucoup trop tôt par rapport à ce que le plan Ecophyto 2 pouvait se mettre en œuvre. Et donc à cause de ces débats sur des questions liées aux indicateurs et du décalage de la date de publication du plan Ecophyto 2, eh bien, sur les 30 millions, il y en a une partie significative qui n'ont pas été engagées. Donc derrière, il y a des impacts aussi sur la mise en œuvre concrète du plan. Moi, je remarque que les échanges aujourd'hui montrent le manque de sérénité dans le débat à la fois entre nous et évidemment à l'extérieur, où c'est encore pire vis-à-vis de partenaires du plan, qu'ils soient publics, professionnels ou particuliers, notamment dans les médias également, qui sont encore moins au fait de ces questions-là. Donc je pense qu'il y a vraiment nécessité d'avancer sur la question des indicateurs avec l'objectif derrière d'atterrir sur des indicateurs qui mobilisent les partenaires du plan et qui rassérènent le débat ensuite, notamment vis-à-vis de l'extérieur des partenaires. Oui. Très bien, merci beaucoup. À vous, Thomas Aiglin. Alors, au bilan, moi, je vous rejoins sur l'importance de travailler d'apporter la réflexion sur les indicateurs multicritères. J'ajouterais qu'il faut aussi réfléchir peut-être à comment impliquer l'aval, et notamment les industries agroalimentaires, pour qu'ils intègrent vos indicateurs dans leur tableau de bord, ou d'une façon ou d'une autre, parce que c'est quand même eux qui peuvent faire bouger aussi l'agriculture. Et après, le dernier point sur la qualité, sur la pollution de l'air, je pense qu'on a l'opportunité, vu les acteurs qu'on a en France, la dynamique actuelle, d'animer au niveau national les travaux qui sont menés. Et il faudra travailler, je pense, au niveau des financeurs, à voir comment
continuer dans le temps la dynamique parce qu'on peut progresser assez rapidement. Thierry Caquet. Alors, je vais essayer de faire une idée force en 30 secondes, ça va être difficile. Moi, je dirais qu'il faut faire attention à l'image du tas d'or sur lequel on est assis quand on parle des données qui existent. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a la qualité des données qui n'est pas forcément garantie. Alors, il y a des méthodes qui permettent effectivement d'aller plus loin. Et puis, on parle pour la plupart de ces données de produits qui ne sont plus autorisés, qui ne sont plus utilisés. Donc, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas regarder les données, ça, c'est parce que je suis en train de dire. Mais moi, je pense qu'il faut se projeter sur les nouvelles pratiques, sur les nouveaux produits. Et si j'avais un message, enfin une idée à faire passer en lien avec la session de demain, d'ailleurs c'est pour faire du teasing pour demain, c'est aussi pour voir comment les outils du plan, notamment le réseau défi, peuvent être utilisés pour générer des informations où on collecte systématiquement et simultanément les infos sur les pratiques, les usages, quand des produits sont utilisés, les expositions des différents milieux et les impacts éventuels qu'on observe, y compris sur l'applicateur. Et je pense qu'il y a peut-être encore une marge de progrès sur cette utilisation de l'outil défi, ça pas simplement pour faire la démonstration de nouvelles pratiques, mais aussi pour générer de la donnée nouvelle de manière peut-être parcimonieuse, pour alimenter peut-être de nouveaux indicateurs, en tout cas la mettre à disposition, et j'insiste là-dessus, dans cette logique open data, open science, du plus grand nombre. Très bien, merci beaucoup. J'ai trouvé qu'il y avait une belle mosaïque de questionnements, de remontées de questions puissantes et importantes. Je vais demander à Enrique Barrioso de venir, donc c'est grand témoin qui va prendre une idée force ou deux qu'il a retenue. Il ne s'agit pas de faire une synthèse, je vous signale. D'ailleurs, chacun se la fera, sa synthèse. Vous êtes à l'INRA, mais vous êtes membre du CSO, surtout. Et à chaque fois, les témoins des tables rondes et des journées seront des membres du CSO. Donc, je vous laisse la parole pendant 5 minutes, on l'avait dit. Ça vous va ? Oui, très bien. Très oui. bien. Je vais vous donner ce micro qui est meilleur. Bon, je vais vous corriger, c'est écrit petit témoin, c'est pas grand témoin sur les diapos. Donc, et bon, merci parce que vous m'avez enlevé une épine du pied parce que je pensais qu'il devait faire une synthèse. Et en fait, j'ai préparé dans mon voyage de Paris ici 3 heures dans les trains, essayé de faire la synthèse. J'ai lu les rapports de tous les projets. Il me voyait mal faire une synthèse entre les perdrix, les araignées, les micro-organismes. Donc bon. Je vais plutôt, voilà, faire un peu l'inventaire, un peu des mots-clés de cet après-midi que j'ai noté et un peu un point de vue, une idée forte comme vous m'avez demandé. Donc bon, on revient sur les données. Donc effectivement, ça est revenu assez souvent dans l'après-midi ces problèmes de données. Et Thierry vient de rappeler, donc c'est pas du tout d'avoir des données. Et il y a le problème de pérennité de ces données et des données, c'est plutôt des jeux de données qu'il nous faut. Donc les données avec les métadonnées qui vont avec les caractérisations de l'environnement, des caractérisations des conditions où on était acquis les données. Et donc effectivement, il y a beaucoup de données. Et on sait que Carole Bedos il a présenté une analyse bibliographique des données des facteurs d'émission. Derrière, c'est une exploitation des données bibliographiques où il y a beaucoup de déchets de données qui avaient été identifiés initialement. Et on a pu retenir ce qu'on a pu retenir pour ce travail. Et il y a eu quand même un an et demi d'extraction des données, de trituration des données. Donc il y a un problème d'organisation de ces données pour les rendre accessibles. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez général. Et on le voit souvent quand on fait des expertises collectives ou quand on veut faire des méta-analyses. Donc il y a toute la partie identification des données, c'est quelque chose de très important. Et sinon, comme idée, donc, bon, il y a un mot-clé, à part les histoires des témoins, c'est des petits témoins, ce que je peux faire à la fin de la session. Il y a, dans l'intitulé de la session, il y a les mots sanitaires. Et il y a l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas été traité, et en particulier dans les projets qui ont été présentés, qui ont été sélectionnés, c'est parce que les projets, on connaît l'origine de ces projets, et toutes ces parties sanitaires n'est pas traitées. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que dans les plans Ecofito 2, donc ça là, en particulier dans l'axe recherche d'Ecofito, la partie sanitaire, elle est en plan. Et en plus, on considère l'homme comme une cible, on va dire, intégrée dans l'écosystème. Donc, on ne peut pas le dissocier de l'écosystème. Et ce qu'on met à l'avant dans les plans Ecofito, et ce qu'on essaie de mettre à l'avant dans les projets, c'est que cet homme, il est partie de l'écosystème, il est intégré dans l'écosystème.
il n'y a pas une séparation entre les différents organismes qu'on peut trouver dans l'écosystème et l'homme. Et toute la partie comportement dans l'environnement, dynamique des produits, vont conditionner toute la partie exposition des organismes en y incluant l'homme. La présentation des facteurs d'émission qui a été faite par Carole, c'est un très bon exemple de comment on peut relier les usages, les pratiques agronomiques des produits jusqu'aux facteurs d'émission, jusqu'à la caractérisation des expositions d'un compartiment de l'environnement en l'air. Et après, ce qu'il manque, c'est voir comment cette air elle va être inspirée par les différents organismes, dont l'homme, et tous les impacts sanitaires qu'ils vont occasionner. Donc voilà, c'était pour moi l'idée forte peut-être qu'il faut garder, c'est un peu ce qu'a présenté Xavier dans l'introduction, Xavier Rebou, c'était cette notion d'intégration. Il y avait deux mots qui est revenu souvent dans la présentation d'introduction, c'était intégration et articulation. Donc on voit encore dans la présentation de ce qui est fait sur l'air, ou de tout ce qui se monte autour de l'air, qu'il y a une articulation très, très importante, articulation des acteurs par exemple. On voit bien qu'il y a des acteurs qui vont des chambres d'agriculture, des gens qui s'occupent du monitoring, de la recherche, ça c'est quelque chose de très important. Et après, il y a toute l'intégration. On a vu des exemples des projets, on traite d'espèces, d'organismes spécifiques, de certaines espèces, on va aux populations, il y a quelques présentations sur des communautés, mais il faut intégrer de l'individu jusqu'à l'écosystème, en incluant l'homme. Il y a des questions qu'on va se poser par rapport à quelle espèce modèle il faut considérer pour avoir une vision claire des impacts. Donc il y a un problème d'espèces modèles ou de population modèle. Donc ça, c'est une question importante, un peu récurrente, qui se pose au lancement de tous les projets de recherche. Et après, toujours dans cette intégration un peu des différents stades au niveau biologique, il y a les questions des réseaux, des cascades d'événements au niveau, par exemple, d'un réseau trophique, avec tous les problèmes d'effets directs ou effets indirects quand on a des impacts d'un pesticide. On peut avoir des impacts directs d'une toxicité, par exemple. On peut avoir des impacts indirects dus à une cascade d'événements au niveau d'une chaîne trophique ou d'un réseau de causalité des effets. Donc cette intégration au niveau des échelles biologiques, c'est quelque chose de très important. Après, il y a des intégrations, on va dire ça c'est une intégration plutôt verticale, chaîne trophique par exemple. Et après, il y a des intégrations plus horizontales au niveau spatial. On l'a vu un peu cet après-midi, peut-être pas suffisamment. Et derrière cette intégration spatiale, donc, il y a tous les problèmes d'hétérogénéité qui pas été trop traité, mais que quand on essaie d'identifier des indicateurs, derrière, on a un problème d'hétérogénéité de réponse des indicateurs, et derrière, ce qu'on va mesurer, c'est des incertitudes qui sont associées à cette hétérogénéité. Donc, on donne des valeurs moyennes, mais ce sont des valeurs moyennes avec un certain intervalle de confiance, avec une certaine incertitude, qu'il faut arriver à analyser, identifier les facteurs qui sont responsables de cette incertitude. Après, donc, toujours dans cette intégration spatiale, il y a le problème on considère une parcelle, un écosystème, un compartiment donné. On a bien vu qu'on peut pas, c'est pas des compartiments isolés, et même un écosystème, c'est pas une parcelle agricole, c'est pas un écosystème clos. Donc, on a des problèmes environnementaux, on a des problèmes de transfert, on le voit pour l'air, on le voit pour l'eau, et donc cet écosystème non fermé, c'est quelque chose de très important, avec tous les problèmes de transfert et après, avec tous les problèmes de cartographie des risques et de cartographie d'exposition. Donc, c'est des choses importantes. Et encore, il y a donc ça, toute la partie intégration spatiale qu'on a vu un petit peu cet après-midi, qu'il y avait dans certaines questions. Et après, il y a toute l'intégration horizontale aussi au niveau temporaire. Et avec des dynamiques différentes, on a vu un peu quand on a discuté la différence entre les cuivres et les produits de synthèse organique, on voit bien qu'il y a des dynamiques différentes et on a des dynamiques d'apparition de produits de dégradation, de métabolites, de durée de demi-vie de ces produits. Mais en parallèle, si on s'intéresse aux impacts, on va avoir des dynamiques spécifiques des organismes cibles ou non cibles. Et il faut voir comment ces dynamiques sont synchrones ou pas, pour pouvoir spécifier, pour pouvoir caractériser les impacts. Ça, c'est les dynamiques spécifiques aux produits, aux organismes. Et après, il y a des dynamiques spécifiques aux habitats qui peuvent être modifiées par les pratiques agricoles.
Après, donc toujours par rapport au temps, il y a tout le problème des louchages des produits. Et souvent, on considère une utilisation d'un produit, on parle beaucoup des nodus, c'est au niveau de la saison, etc. Mais le problème, c'est qu'on est face à des temps longs, et en particulier pour les impacts, on ne peut pas se contenter uniquement à une saison culturelle. Il faut intégrer d'une façon ou d'une autre les problèmes de rotation et la prise en compte des systèmes de culture. Et là, c'est des questions qu'on se pose, savoir quel type d'indicateurs, est-ce que les indicateurs qu'on développe ou les indicateurs qu'on dispose sont pertinents pour essayer de caractériser les impacts, pas uniquement d'une culture, mais les impacts ou d'une utilisation d'un produit, les impacts d'un système de culture. Et donc ça, c'est très important parce que c'est derrière, en particulier dans l'éco-phyto, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a un des leviers importants pour la réduction des produits. Ce n'est pas jouer sur une culture, mais c'est jouer sur un système. On parle de la conception des systèmes innovants, mais il faut qu'on arrive à caractériser l'impact global d'un système. Bon, donc là, je conclus. Il est conclu, donc on voit bien que c'est des systèmes très complexes. Vous travaillez sur les controverses, donc on va lancer une controverse. C'est des systèmes complexes, on a plein d'interactions dans ces systèmes-là. Est-ce on a la capacité, ou est-ce que c'est pertinent de simplifier et de vouloir identifier des indicateurs très simples face à la complexité des systèmes? Pour moi, c'est pas sûr. Il faut peut-être voir si c'est possible de le faire. Merci beaucoup d'avoir terminé sur une question controversée, paradoxale et controversée, je dirais. Bon, je vous remercie beaucoup. On a pris un peu de retard, mais on l'avait pris dès le début. On l'a rattrapé avec le quart d'heure toulousain, comme on dit. Et je vous souhaite une bonne soirée, donc, et à demain matin. Il n'y a rien de précis à redire, c'est bon. Oui, on commence à 9h. Attention. Quartier libre.